Bienvenue dans Audition publique sur LCP Public Sénat jusqu'à 20h30 et de 10. Demain, 10e manifestation contre la réforme des retraites. 2 questions s'imposent à ce stade. Sera-t-elle aussi massive que toutes les précédentes ? Et puis les violences seront-elles évitées ? Les services d'ordre des syndicats et la police vont-elles contenir les débordements redoutés ? Face à cette contestation sociale impressionnante, le président campe sur la fermeté. Bonsoir plutôt Olivier Faure. Merci d'être avec nous dans Audition publique, patron du PS qui a signé l'accord législatif avec LFI. Où est la sortie, Olivier Faure ? Les écologistes, les communistes. Bien sûr, mais d'abord avec LFI, on va dire, qui emmenait le mouvement vers la NUPES. Où est la sortie de cette crise ? Nous sommes impatients de vous entendre. Demandez-vous, comme Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, le départ d'Elisabeth Borne. Sa promesse, par exemple, de ne plus recourir au 49.3 hors budget, est-elle un geste d'apaisement au Parlement? Brigitte Boucher et Tam Tranui vous interrogeront dans quelques instants sur la montée des violences, entre autres. Yves Tréhard sur l'avenir de la NUPES. Vincent Roux vous soumettra 2 questions d'actualité. Et puis merci d'avoir accepté le principe du débat. Face à vous tout à l'heure, le sénateur Renaissance Xavier Iacovelli. Je voudrais d'abord avoir un commentaire de votre part sur les dernières déclarations d'Emmanuel Macron qui recevait à l'Élysée les responsables de la majorité et les ténors du gouvernement. Il a déclaré, je cite, qu'il veut continuer à tendre la main aux syndicats. C'est un geste d'apaisement du président ? Écoutez, je vois bien ce qu'il essaie de faire, changer de séquence, laisser penser que tout ça est derrière nous, que la retraite c'est fini et qu'on passe à autre chose. La difficulté, c'est que personne ne le souhaite et que nous allons continuer, les uns et les autres, à marquer le terrain et à continuer à exiger le retrait de cette réforme. Et donc, je vois bien les efforts démesurés qu'il utilise aujourd'hui. Vous les qualifiez comment, ces efforts ? Complètement vains. En fait, il n'a pas compris qu'en réalité, il a des gens face à lui qui sont déterminés et qui sont soutenus par l'essentiel de la population française. Une immense majorité de la population française est contre cette réforme. Et donc, quelles seraient les raisons que nous aurions, nous, de continuer à céder à celui qui continue à se prendre pour Jupiter ? Parce que c'est bien là le problème. C'est qu'on a un président qui, par orgueil, refuse de retirer ce projet. Mais en fait... C'est une question de caractère seulement ? Ou une question de conviction maintenant aussi très et d'intérêt général. Son caractère, mais quel intérêt général ? Alors qu'on sait très bien que les travaux du corps nous disent qu'il n'y a rien qui soit insoluble, que nous ne sommes pas au bord de la faillite, que cette question-là pourrait être soldée complètement différemment. Contrairement à ce qu'il a pu dire, il existe d'autres alternatives qui n'ont pas été envisagées par le gouvernement, mais qui existent et sur lesquelles on pourrait revenir. Et donc, il y a bien matière là à contestation. Et donc, quand les Français lui disent non, c'est non. Alors, si le Conseil constitutionnel, ça c'est une question importante parce qu'il va se prononcer, il y a eu plusieurs recours sur la validité de la loi. Si le Conseil constitutionnel valide la réforme dans 3 semaines, est-ce que vous continuez la contestation ? Mais vous avez quelques souvenirs quand même de ce qui s'est passé pour le CPE. Le CPE avait été non seulement adopté par le 49.3, il avait ensuite fait l'objet d'une validation par le Conseil constitutionnel, même été promulgué, et Jacques Chirac avait ensuite demandé à ses ministres de ne pas l'appliquer. Eh bien, je pense que c'est la même chose qui doit s'appliquer aujourd'hui, et il faut évidemment... Donc les sages du Conseil constitutionnel n'ont pas le dernier mot pour vous ? Ils ont le dernier mot sur le plan juridique. Parce que beaucoup entendent que vous contestez la légitimité de la loi, de la réforme. Absolument pas. Si elle est moi, je considère que tout ce qui est fait est légal. Je ne suis pas en train de vous dire que ce qui est fait est illégal. Le 49.3 est constitutionnel. Mais c'est pas parce qu'il est constitutionnel qu'il est légitime de l'employer et qu'il est légitime de considérer que cette réforme est approuvée par le peuple français. Je vois au contraire des gens qui, chaque jour plus nombreux, et nous sommes sur l'antenne de LCP et Public Sénat, et donc vous avez un sondage qui vient de sortir aujourd'hui et qui dit que ça progresse encore, que plus le temps passe et plus les Français sont hostiles à cette réforme. Un sondage pour la revue Regard, je crois. Écoutez encore une phrase d'Emmanuel Macron, prononcée aujourd'hui devant les leaders de la majorité. Il y a un réel projet politique mené par la France insoumise, c'est pas votre parti, qui tente de délégitimer l'ordre raisonnable, nos institutions. Il pense au Conseil constitutionnel. Il accuse LFI de vouloir délégitimer le Conseil constitutionnel par la contestation que le parti fera la validation. Vous l'avez rappelé, je ne suis pas à la France insoumise, mais ce que je sais, et qui est quand même l'évidence, c'est qu'ils ont signé le recours devant le Conseil constitutionnel.
Donc c'est bien la preuve qu'ils s'inscrivent dans les institutions de la République et qu'ils sont... Oui, mais ils contesteront une décision qui n'ira pas dans le sens que veut Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi cette façon de commenter maintenant, même y compris ce que les gens n'ont pas encore dit? C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon déjà. Je ne sais pas. Si jamais c'est validé, on continuera de contester. C'est ce que vous dites aussi. Moi, ce que je dis, ce n'est pas de contester la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel agira en droit et il dira si ce projet était conforme à la Constitution. Ça, c'est une chose. Moi, c'est un sujet qui est un sujet à part, c'est un sujet parallèle. Et puis, alors évidemment, si le Conseil invalide, la question est soldée et donc c'est une sortie de crise. Mais si le Conseil n'invalide pas, ça ne veut pas dire pour autant que politiquement, il est justifié. Et ce que nous défendons tous ensemble avec l'ensemble des partis de gauche, l'intersyndicale, qui est pour une fois complètement rassemblée et unie, c'est que nous sommes toutes et tous convaincus que ce projet n'a pas de légitimité parce qu'il est désapprouvé par l'ensemble des Français. 2 questions, et puis ensuite Brigitte et Tam viendront nous rejoindre. S'il vous invite à l'Élysée, Emmanuel Macron, s'il dit aux partis qui contestent dans la rue la réforme, venez discuter avec moi, est-ce que vous y allez ? Tout dépend pourquoi faire. En fait, je me suis rendu à son invitation au mois de juin, après l'élection législative. Je lui ai dit ce que je pensais, de la façon dont on devait conduire les affaires du pays, puisqu'il y avait une majorité relative. Et donc, nous entrions dans une période de parlementarisme. Mais l'eau a coulé sous les ponts depuis. Oui, donc aujourd'hui, s'il vous dit, écoutez, on se met tous sur la table, on essaye aujourd'hui de trouver une solution ensemble. Vous y allez ou pas ? Ça dépend de ce qu'il est. Enfin, s'il commence par le préalable, qui est le retrait du projet, et qu'il dit, je remets tout à plat et je suis prêt à avancer avec l'ensemble des forces qui composent le Parlement, dans ces cas-là, on peut se parler. Mais encore faut-il qu'il écoute. Donc le préalable, c'est simplement pour nous dire, le préalable pour vous, c'est le retrait. Je vais continuer à faire ce que je veux, mais je voudrais votre accord. La réponse, elle est déjà claire. Il n'y aura pas d'accord pour faire ce qu'il veut. Emmanuel Macron, rien ne va le faire céder. Aujourd'hui, rien ne peut le faire céder. Pardon. Pour l'instant, si aujourd'hui, je vous dis ça le lundi 27 mars, est-ce que vous allez passer à des combats que vous pouvez gagner ? Mais je crois que ce combat-là, nous pouvons le gagner et que nous devons le gagner et que nous le devons aux Français. Il n'y a aucune raison de penser que... Rappelez-vous de Villepin, quand 15 jours avant que Jacques Chirac ne prenne la décision fort sage qu'il prit à l'époque, annonçait partout que jamais rien ne les ferait reculer. Et puis, ils ont reculé. Brigitte Boucher, Tam Tranui se sont assises en face de vous et elles vont maintenant vous poser des questions nombreuses, évidemment. Brigitte, Tam. Oui, une 10e journée de manifestation est donc prévue demain pour protester contre la réforme des retraites. Lors de la dernière, il y a eu un regain de mobilisation. Qu'est-ce que vous attendez de celle-ci ? Est-ce que vous êtes confiant dans la mobilisation de demain ? Oui, je suis confiant dans cette mobilisation parce que je vois qu'autour de moi, les gens continuent à être très mobilisés et très en colère avec un pouvoir qui n'écoute rien. Et donc, il y a maintenant non seulement la contestation de la réforme, mais aussi la contestation de la méthode employée par le gouvernement. Et, le 49.3. Le 49.3, le 44.3, le 44.2, l'article 38 du règlement, etc. Il y a une espèce d'addition qui fait même dire à des gens, j'ai lu le professeur Rousseau, qui n'est pas forcément constitutionnaliste, qui n'est pas un membre de la NUPES et qui n'est pas parti socialiste non plus, et qui pour autant considère qu'il y a toutes les raisons aujourd'hui d'invalider un projet qui a été adopté dans des conditions qui sont absolument insincères et qui sont une brutalisation du Parlement. Donc oui, je crois qu'il y a aujourd'hui nature à se révolter et ce que font les gens dans la rue, semaine après semaine. Vous y serez dans la manifestation ? Oui, j'y serai, comme depuis 10 fois. Depuis 10 fois. Alors, vous parlez de cette colère. Il y a aussi eu des violences, notamment depuis le 49.3. La semaine dernière, plus de 1000 casseurs. Est-ce que vous faites confiance aux syndicats et à la police pour que demain, ça ne se réédite pas ? Je fais confiance à la raison de celles et ceux qui ont intérêt à ce que ça se passe bien. Et vous l'aurez noté, pendant des mois et des mois, il y a eu des manifestations qui se sont passées dans un ordre absolument irréprochable. Mais ça a changé de nature. Ça a changé de nature, mais alors pour quelle raison ? Qui en a la responsabilité ? Eh bien, regardez comment les choses se faisaient, et moi j'avais salué, y compris, la façon dont les choses avaient changé au moment où on est passé de Didier Lallemand à Laurent Nunez. Ouais. Nouveau préfet de police de Paris. On n'a pas rechangé depuis. On n'a pas rechangé depuis. En revanche, le mode de maintien de l'ordre, lui, a changé. On voit débarquer les Bravem, la BAC, etc. et qui, eux, ont des méthodes de maintien de l'ordre, si on peut appeler ça du maintien de l'ordre. Mais la violence, elle est du côté de la police, c'est ce que vous dites, c'est la photo policière. Vous avez aujourd'hui des jeunes
principalement qui brûlent des poubelles, ça ne suppose pas, en réponse, que vous ayez des gens qui partent à l'hôpital, qui soient pris... Il n'y avait pas un millier de casseurs et de Black Bloc mélangés, là, jeudi dernier? C'était des gentils étudiants qui brûlaient des poubelles? Il y a des gentils étudiants, il y a certainement des Black Blocs qui se mêlent aux manifestations, oui, notamment en tête de cortège la semaine dernière. Oui, peut-être qu'ils se mêlent, je ne sais pas où ils se mêlent, ce que je sais, c'est que ça existe, mais ça ne suppose pas de taper dans le tas, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui sont là pour manifester, qui sont absolument non violents et qui se retrouvent en garde à vue. Et je pourrais vous donner des témoignages nombreux. Et vous diriez qu'il y a de la répression policière aujourd'hui en France? Je dis qu'aujourd'hui, il y a un problème de doctrine du maintien de l'ordre. Il y a un problème de violence policière. Aujourd'hui, ça supposerait de le vérifier sous les ordres de qui? Est-ce que c'est simplement les Bravem ou la BAC qui, de leur plein gré et sans aucun commandement, se mettent à taper dans le tas? Ou est-ce qu'on a au contraire... C'est l'intérêt du gouvernement? Je vous pose la question. Ah ben non, c'est à vous qu'on pose la question. En vous la posant, je vais y répondre. Vous faites une allusion assez claire quand même. Oui, c'est une allusion assez claire. C'est que je pense qu'il y a aujourd'hui la volonté de mettre face à face l'ordre et le chaos. Et le chaos serait incarné par les manifestants et l'ordre par le pouvoir en place. Et c'est le dessein du gouvernement face à face, l'ordre et le chaos. C'est-à-dire qu'on organise le chaos pour pouvoir représenter l'ordre. Pour pouvoir être le parti de l'ordre. Mais qui organise le chaos? Et donc ça vient de l'Élysée, ça vient d'où ça? Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même... Enfin, vous avez des NAS qui sont revenus alors qu'on n'en avait plus. Vous avez des centaines de jeunes qui sont arrêtés alors même qu'ils n'ont rien à se reprocher. Vous avez des tabassages en règle. Vous avez quand même des images aujourd'hui qui documentent ce que je dis. Je ne suis pas en train d'inventer une histoire. Vous avez des gens qui se font rouler dessus par les motos, vous avez des gens qui se font insulter, menacés par les policiers. Ce ne sont pas des policiers qui craquent après avoir été insultés, lancés des pavés. Non, je vous demande, ce ne sont pas quelques individus. Vous dites que ça n'est pas ça, c'est un système. Craquer, ce sont les Français qui en ont ras-le-bol d'être pris pour des imbéciles. Ça, effectivement, on pourrait tous craquer. Mais enfin, moi, quand je craque... Mais vous reconnaissez quand même de la violence du côté des manifestants ou pas, Olivier Faure? Comment? Vous reconnaissez quand même de la violence du côté des manifestants? Bien sûr qu'il y a toujours... Mais on pourrait parler aussi des super bassines, etc., des méga bassines. On va y aller d'ailleurs. On va y aller. Mais je ne mélange pas les gens qui sont venus, qui sont des activistes et qui sont là pour justement s'en prendre aux forces de l'ordre et au bien public, etc., et que je réprouve complètement et que je condamne. Et puis ceux qui sont là pour manifester et qui malheureusement sont pris à partie alors qu'ils n'y sont pour rien. Mais là, on dit un mot de Sainte-Soline. Vous aurez noté Olivier quand même Faure. que les activistes, ils n'arrivent que quand ils ont le sentiment qu'ils sont à ce moment-là, dans une situation où ils peuvent s'affronter aux forces de l'ordre. Ils ne l'ont pas fait pendant 2 mois. Oui, Mais là, à Sainte-Soline, on a les gendarmes et les manifestants qui, aujourd'hui, se rejettent chacun la responsabilité des violences dans les manifestations. Vous situez de quel côté? Parce que là, on voit vraiment l'affrontement des thèses. Moi, je ne sais pas, mais je vais vous dire une chose toute simple. Si j'étais en responsabilité à l'intérieur et qu'on me disait qu'il y a chiffres de la police, puisque ce n'est pas les mêmes que ceux des manifestants. Les manifestants disent 30 000 participants, la police dit 6 000. Moi, je ne mettrais pas 3 000 policiers en face. Déjà, vous vous rendez compte qu'il y avait un policier pour 2 manifestants. Vous en mettriez combien? Moi, je ne mettrais pas. En fait, je mettrais... En fait, vous savez, vous avez vu comment ça se passe. En fait, vous les laisseriez manifester. Vous avez un immense trou avec des gens qui viennent au milieu de la pampa, qui sont en train d'avancer avec leur drapeau, qui viennent manifester autour d'un immense trou. Il y en a qui viennent avec autre chose que des drapeaux. Il y avait aussi des matraques, des boules de pétanque, des machettes, etc. Il n'y avait pas que ça. Vos boules de pétanque, vous croyez qu'ils allaient les utiliser contre qui s'il n'y a pas de policiers? En fait, non, mais ils viennent installer une ZAD, Olivier Faure. Donc c'est normal que les autorités publiques... Mais vous croyez vraiment qu'on installe une ZAD dans un trou comme ça et qu'on installe des champs? Alors là, ils avaient l'intention effectivement d'occuper le terrain, d'occuper le site. C'est pas du tout le même terrain qu'à Sivins ou même Notre-Dame-des-Landes, ça n'a rien à voir. Vous aviez Notre-Dame-des-Landes, c'est un bocage, vous avez des fermes au milieu, vous avez des gens qui sur place soutenaient les manifestants, etc. Là, vous êtes au milieu de rien. Vous êtes dans des champs sur la culture intensive et vous avez absolument... La manifestation est interdite. Est-ce que vous trouvez que c'est normal de venir avec des boules de pétanque pour une manifestation interdite et qu'en plus il y ait des élus? Je ne trouve pas ça normal d'avoir des boules de pétanque, des machettes, des matraques, tout ce que vous voulez. Tout ça me paraît complètement
je condamne complètement ce genre d'activisme. Mais si justement je sais qu'il y a des activistes qui cherchent à en découdre, je ne donne pas les moyens d'en découdre. Donc tout est de la faute du gouvernement. Tout est de la faute de Darmanin. Venus sur le champ, ils auraient envahi l'immense trou parce qu'il n'y a rien à défendre en réalité. En l'occurrence, il n'y a pas de bassine pour l'instant. Vous avez une excavation de terre, point barre. Donc le sujet, il n'est pas là. Par contre, il y a un sujet qu'il faudrait aussi aborder, le sujet de fond. C'est pourquoi on déploie 3000 policiers pour interdire une manifestation, alors que vous avez des projets qui ont été jugés illégaux par la justice, et que là, ces projets continuent à être en activité, et que là, il n'y a pas il y avait eu un accord. Il y avait eu un accord radio. Et ce n'est pas la première manifestation sur le site. Non, mais c'est quand même un problème. C'était la place des élus d'être là-bas dans une manifestation qui était interdite. Et aujourd'hui, elles sont toujours en usage parce que personne n'intervient. Si la force doit rester au droit, ça doit être le droit partout, et y compris quand la justice tranche, eh bien, il faut en fait faire appliquer la loi. C'était normal que des députés viennent manifester alors que c'était interdit sur ce site de Sainte-Soline où on savait qu'il y aurait de la violence. Ils sont venus, de ce que je vois, de ce que j'ai compris, ils sont venus pour protéger les blessés, pour dire qu'il fallait s'interposer un moment. Et c'est quand même complètement fou d'ailleurs qu'ils étaient eux-mêmes pris à partie. Vous avez des gens qui sont clairement identifiés avec leur écharpe de parlementaires sur lesquels on tire. 4000 grenades, 4000 grenades de désencerclement pour 6000 manifestants. C'est-à-dire donc vous trouvez... une grenade par personne. Enfin, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous accusez le gouvernement. Vous avez le Conseil, c'est pas moi. Non, attendez, c'est pas moi. Le Conseil de l'Europe, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, tout le monde aujourd'hui demande à ce qu'il y ait une forme de proportionnalité qui soit conservée. Oui. C'est ça quand même le problème aujourd'hui. Non, mais je disais là juste à l'instant, vous avez accusé du coup le gouvernement, voire l'Élysée, d'encourager cette violence. La Macronie, elle accuse la NUPES de ces violences à Sainte-Soline. Gérald Darmanin dénonce une bordélisation voulue par une partie de l'extrême gauche ou de l'ultra-gauche. Est-ce que le but, c'est effectivement de tout bordéliser pour que cette réforme soit retirée ? Je viens de vous répondre sur le fait qu'on peut très bien... le désordre, c'est quoi? C'est l'injustice créée par ce projet de loi. Donc aujourd'hui, si vous voulez en finir avec le désordre, il faut remettre de l'ordre, et l'ordre social d'abord. Et c'est comme ça que vous aurez le reste. Et c'est pas en continuant à dire « je suis Jupiter, je fais face au peuple français qui, dans son immense majorité, n'est pas d'accord avec moi, mais parce que je suis le chef », je maintiens. À partir de là, vous avez toutes les conditions pour arriver effectivement à ce qui est Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau n'ont pas condamné tout de suite ces violences quand même. Ils ont mis du temps avant de le faire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il ne fallait pas le faire un peu plus tôt? Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes à ces casseurs dans une partie de la NUP? Non, mais moi, je ne crois pas que quiconque prône la violence au sein de la NUP, c'est même tout l'inverse. Nous sommes tous pour que les choses se passent en bon ordre. Et je ne suis pas comptable de l'horaire auquel Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau prennent position. Moi, je vous dis les choses très clairement. Je vous dis, la violence n'est pas tolérable en démocratie, qu'elle vienne des manifestants ou qu'elle vienne du pouvoir en place. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut aussi ne pas générer soi-même les conditions qui conduisent à la violence. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des Bravem. Des enregistrements ont été dévoilés par Le Monde, Loopsider, qui mettent en cause ces brigades motorisées. Laurent Nunez demande une enquête de l'IGPN. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Est-ce qu'il faut les dissoudre pour vous? Moi d'abord, je souhaiterais qu'on en finisse avec la question de l'IGPN. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, plus exactement, qu'on en fasse un organe de contrôle qui soit complètement indépendant. C'est une demande qui est récurrente, ça fait longtemps. Et là, moi, j'aimerais que l'IGPN soit vraiment un organe indépendant pour permettre aussi que les jugements, les constatations, les instructions qui sont réalisées par l'IGPN soient incontestables. Donc c'est aujourd'hui, pas suffisant, d'évidence. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez toujours un doute qui existe. Quand vous êtes juge et partie, forcément, il y a un doute qui existe. Donc vous voulez la dissolution des Bravem? Est-ce que, comme certains demandent, on fasse en sorte que l'IGPN soit d'abord un organe de contrôle totalement indépendant. Et ensuite, il faudrait effectivement au moins une commission d'enquête parlementaire qui permette d'aller plus loin. Mais maintenant qu'il y a la justice qui est saisie, c'est aussi une difficulté puisqu'on ne peut pas saisir, on ne peut pas faire d'enquête parlementaire sur des sujets qui sont déjà devant la justice. Donc il y a là un petit sujet de droit qu'il faut régler. Mais oui, il faut vraiment aller jusqu'au bout parce que ce n'est pas normal d'avoir le retour des voltigeurs de sinistre mémoire qui a été à l'origine de la mort de Malik Oussekine. Donc vous ne demandez pas la dissolution, vous demandez une commission d'enquête parlementaire. Je demande à ce qu'on aille jusqu'au bout et qu'on sache exactement ce qu'il se passe. Et je vois que... Et si c'est prouvé la dissolution? Mais vous allez exercer votre droit de tirage sur... il vous en reste un?
Nous, il nous en reste un, mais pour l'instant, en fait, je voudrais d'abord savoir ce sur quoi on peut enquêter, puisque je vous dis qu'il y a une contradiction entre le fait que ce soit déjà devant la justice, puis il y a des articles 40 qui ont été demandés par un certain nombre de parlementaires, notamment socialistes, et donc et les conseillers régionaux, Maxime Desgaillard. Donc vous demandez une commission d'enquête, mais vous n'êtes pas sûr que ça vaille le coup? C'est pas que ça vaille le coup, ça vaut le coup, simplement je ne sais pas si on peut le faire pour des raisons qui sont liées à notre ordonnancement juridique. Alors la violence dans les manifestations, elle est arrivée aussi après le recours au 49.3. Est-ce que vous souhaitez la suppression de cet article de la Constitution ? Oui, je pense que ce serait en fait une bonne manière vous vous souvenez qu'à d'autres époques, Lionel Jospin avait par exemple renoncé à utiliser le 49.3. Donc, quand on a une majorité, c'est différent. Il avait une majorité qui était une majorité plurielle à l'époque. Ça veut dire qu'il fallait négocier avec les uns et les autres, et il le fit. Et c'est heureux que des gens qui sont dans une situation où ils n'ont pas seuls la majorité cherchent à en trouver une. Et si on devait prendre le modèle sur nos voisins en Europe qui n'ont pas de 49.3, comment font-ils ? Ils construisent des coalitions. Oui, mais vous savez que c'est pas dans la culture politique de notre pays. Ce serait compliqué ici. Parce qu'ici, on utilise le 49.3. Je préférais. Vous êtes prêt à négocier avec le gouvernement ? Vous avez topé sur un seul texte, les énergies renouvelables, le reste, ça reste très compliqué. Ça dépend de ce qu'on fait. En fait, on ne peut pas, là pour l'instant, ce qu'on est en train de vivre, c'est que le gouvernement arrive avec son projet et dit ça à prendre ou à laisser. Donc, parfois, on est d'accord avec lui, donc on vote pour. On n'est pas complètement... Vous ne trouvez pas que la réforme des retraites, elle a beaucoup évolué depuis qu'elle est arrivée au Sur l'âge légal, il s'est à prendre ou à laisser. Sur la première mouture, elle a beaucoup évolué. Il est passé à 64 ans. À 64, après, il est 43 ans. Après, la surcote pour les femmes. On le sait, y compris, c'était déjà dans le débat précédent sur les retraites, puisque vous vous souvenez du débat sur l'âge pivot 64 ans. Donc, il y avait déjà la CFDT, y compris, qui refusait l'âge pivot. Là, on nous remet 64 ans, on nous dit « Ah, c'est bizarre, vous n'êtes pas d'accord ». Non, on a toujours dit qu'on n'était pas d'accord. Mais on a proposé d'autres solutions. Au départ, c'était 65. Lui aussi, il a fait un pas vers vous. Quel pas, bravo. Mais enfin, quand on fait peser... une négociation. Quand on fait peser les 18 milliards d'économies uniquement sur les femmes et sur les gens qui ont commencé à travailler tôt et sur les carrières pénibles, pardon, mais enfin, c'est pas tout à fait un projet juste. Donc là, il y a un problème. S'il avait au contraire dit, écoutez, moi je souhaite qu'on puisse regarder quels sont les modes de financement possibles, comment est-ce qu'on peut retrouver ces 12 milliards dont on a besoin, on aurait dit, pourquoi pas, on regarde. Mais là, François Hollande a utilisé le 49.3, on ne vous entendait pas crier au déni de démocratie à l'époque. Pardon, mais si vous vous souvenez bien, à l'époque, j'avais moi-même demandé à ce qu'on n'utilise pas le 49.3, même si ensuite je l'ai accepté parce que j'étais dans la majorité et que je n'ai pas eu le choix. Mais j'avais demandé à ce qu'on revienne sur la loi travail, sur un certain nombre d'articles, et j'avais trouvé un compromis avec les frondeurs de l'époque, avec Force ouvrière, avec un certain nombre de gens dans le monde syndical et dans la gauche de l'époque. Malheureusement, au moment où cet accord a été trouvé, au moment où je l'ai présenté, Manuel Valls m'avait opposé le 49.3, effectivement. Vous croyez Elisabeth Borne quand elle dit qu'elle n'aura pas à utiliser le 49.3 ? Vous la croyez ? Vous pensez que... D'abord, je la crois d'autant moins qu'elle dit « je ne l'utiliserai plus comme matière budgétaire ». Mais sauf que ça fait 11 49.3 qu'elle vient d'utiliser. Les 11 étaient en matière budgétaire. Donc en gros, elle nous dit « en fait, je ferai comme je fais depuis toujours ». Vous dites qu'il n'y a que des textes budgétaires, elle pourra encore le réutiliser. Bon, un mot... Même quand ils ne sont pas budgétaires, elle les rend budgétaires. C'est le 47.1 sur la réforme des retraites. Vous voyez un mot sur les violences, sur les élus. Vous avez dit votre soutien à Aurore Berger qui a été menacée par une lettre ainsi que son bébé de 4 mois. Il y a eu aussi la présidente de l'Assemblée nationale. Votre réaction face à ce phénomène qui s'aggrave, et faut-il du coup aussi aggraver les sanctions ? Je ne sais pas quelles sont les sanctions quand on écrit une lettre anonyme Mais ça peut aller jusqu'à 10 000 euros d'amende, jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. C'est pas mal. Vous trouvez que c'est suffisant ? Non, parce qu'il y a Renaissance, il y a des de parti, je ne sais pas, vous voulez faire quoi ? Vous voulez les mettre... on a déjà des prisons qui sont encombrées. Vous voulez que maintenant, les gens qui écrivent des lettres anonymes et qui, la plupart du temps, sont quand même des demeurés. En fait, franchement, les gens qui écrivent des lettres et qui envoient des menaces qui, en général, sont quand même... des gens un peu désœuvrés, disons les choses comme elles sont. Donc il n'y a rien à faire face à ce type de lettres. Pour vous, ça fait partie du job. Qu'est-ce que vous dites ? Vous voulez que... ça dépend des gens. Si vous avez des vraies menaces avec des gens qui, d'un seul coup... en général, les gens qui menacent vraiment, ils n'envoient pas de lettre avant. Ils sont pas... Si les terroristes n'envoient pas une lettre la veille à Charlie pour leur dire qu'ils vont venir le lendemain. Donc, c'est souvent des lettres qui sont l'objet de gens qui sont très en colère, qui ne savent pas comment l'exprimer, qui sont souvent un peu désœuvrés. Et puis, regardez les équipes.
Ils menacent la nuit, disent on va venir, faites attention, sûr, non, ça vous je l'ai condamné tout de suite, dès que je l'ai su, je l'ai condamné. Mais il faut voir, moi je ne sais pas qui est cette personne qui a écrit. Enfin, quand je vois son écriture, je me dis que peut-être qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui est complètement à l'aise dans la vie. Donc, soyons raisonnables. 10 ans de prison, c'est pas mal, non ? D'accord. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité du débat parlementaire ? Par exemple, quand un député, LFI en l'occurrence, a traité un ministre d'assassin, est-ce qu'il n'a pas fourni aussi le carburant à cette violence que l'on voit ? Écoutez, on a eu beaucoup de débats là-dessus. Il s'est excusé entre-temps, mais il y a eu tout un climat. Mais il y a eu tout un climat de violence, etc., de la part des élus. Franchement, je me souviens quand même, ça fait quelques années quand même que je regarde ou que je vis au cœur de l'hémicycle ce qui se passe à l'Assemblée. Assassin, c'est un terme qui a été utilisé 152 fois. En fait, y compris, il a été utilisé... Il y a une violence verbale qui est peut-être moins tolérée aujourd'hui dans le cadre du débat politique. On n'est pas sous la Troisième République. On a parlé de la durée d'allongement. En fait, moi, j'ai été traité d'assassin aussi par courrier, pour le coup, par des gens qui me traitaient d'assassin parce qu'on allongeait la durée de recours. On parle de l'exemplarité. Vous voyez bien de quoi on parle. À partir du moment où un élu de la République traite un ministre d'assassin, est-ce que ça n'est pas en creux ou directement ? Vous avez eu des tas de gens qui annonçaient... Et alors ? Et est-ce que c'est... Et alors ? Mais je ne dis pas que c'est bien, je l'ai condamné, moi aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité dans la violence du débat public ? Il ne faut pas non plus qu'on passe 3 mois, parce que là, c'est nous-mêmes qui donnons un écho à ce qui a été en fait un dérapage, qui a été immédiatement... la personne s'est immédiatement excusée, et donc on en fait beaucoup pour un truc qui... Toute dernière question avec vous. Oui, la semaine dernière, le projet de loi nucléaire a été adopté à une large majorité. Finalement, il y a un désaccord sur les retraites, mais sinon, l'Assemblée continue de légiférer. Le gouvernement gouverne ? Oui, le gouvernement gouverne. Il y a des désaccords et des points d'accord, c'est vrai. Il n'y a pas de... Que voulez-vous que je vous dise par rapport à ça ? Non, mais je veux dire, on n'est pas dans un système bloqué, finalement. Ce n'est pas l'immobilisme. On peut avancer quand même, ça dépend, malgré... Ça dépend de ce qu'on fait, Voilà, tout ne passe pas par 49.3 malgré tout, puisqu'il y a 20 textes qui ont été adoptés depuis le début de la législature. Je ne vous le fais pas dire. Quand, en fait, il n'y a pas de volonté de passer en force, ça ne se passe pas si mal. Donc, voilà, parlez-en au président. Dites-lui, regardez, en fait, quand vous ne faites pas de bêtises, ça se passe bien, donc continuez. Donc qu'il continue à faire passer les textes. Moi, je n'ai pas de problème avec la démocratie. Quand je n'ai pas voté le texte sur le nucléaire pour des raisons qui sont liées à la fusion de l'IRSN et de l'ASN. Qui n'est pas dans le texte, hein. Si, qui est resté dans le texte malgré tout, parce qu'il y a un rapport. Non, il y a un rapport qui est sur l'opportunité, ce qui passe sur l'opportunité, mais sur les conditions dans lesquelles ça doit se réaliser. Donc, il y a bien le projet maintenu du gouvernement de faire en sorte que celui qui prend la décision, l'autorité de sûreté nucléaire, soit aussi celle qui intègre les services de ceux qui sont à l'origine des recherches. Donc, il y a un problème là de juger. Donc, vous n'avez pas voté. Donc, je ne l'ai pas voté. Mais ça a été voté, c'est incontestable. Je ne vais pas maintenant dire... Et vous êtes prêt à voter d'autres textes maintenant avec le gouvernement, comme vous l'avez fait sur les renouvelables ? Enfin, la réforme des retraites ne met pas un coup d'arrêt à tout ça ? Il y a un sujet, il va falloir qu'on en parle les uns et les autres pour voir comment est-ce qu'on réagit, pour ne pas faire comme si c'était business as usual. Parce donc que maintenant, c'est niet sur tous les autres textes, si je comprends bien. Je n'ai pas encore dit ça, parce que je ne sais pas, il y a des textes qui méritent malgré tout un soutien, etc. Cette semaine, il y a le texte de mon ami et camarade Arthur Delaporte sur les influenceurs qui va être adopté, c'est très bien. Donc, je ne veux pas être catégorique, mais il y aura il faut quand même un avant et un après. Merci beaucoup, Brigitte, merci Tom. Et on retrouve tout de suite Vincent Roux en direct du Figaro Live. Mon cher Vincent, la première question d'actualité que vous soumettez à Olivier Faure. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Olivier Faure. Précisément, c'est sur les textes qui restent encore à voter. Il y en avait un qui était prévu juste après la réforme des retraites. C'était le projet de loi sur l'immigration. Le gouvernement et Emmanuel Macron a annoncé son report. Il a eu raison ? Ça, c'est sa responsabilité. Moi, je ne sais pas exactement ce que contient ce texte, mais quand je vois ce qui s'est passé au Sénat et qu'on a réussi à avoir un amendement voté largement sur le renoncement à l'aide médicale d'État, je suis inquiet. En fait, vous avez aujourd'hui cette aide médicale d'État, qu'on se comprenne bien, c'est la possibilité pour des gens, y compris qui n'ont pas de papier, de pouvoir se faire soigner. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que c'est bien pire. L'aide médicale d'État. Oui, mais enfin les épidémies aussi. Et donc, qu'est-ce que vous préférez ? Moi, je préfère en fait que mes enfants soient en sécurité, parce qu'on prend en charge des gens qui peuvent être propagateurs de maladies infectieuses, plutôt que de les voir traîner et d'avoir demain une maladie qui se répand partout. Et puis parce qu'il y a quelque chose qui devrait quand même tous nous intéresser,
intéresser, c'est l'humanité. Et donc, pour moi, une personne migrante, ça n'est pas une plante ou un animal, c'est un être humain qui mérite le respect et qui mérite aussi les soins. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger, autrement. Est-ce qu'il faut que le gouvernement renonce à sa loi immigration, et en particulier la partie consistant à simplifier la possibilité d'expulser réellement les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, ou bien est-ce qu'il faut laisser les choses en l'état ? Bon, d'abord, la question, là, je ne peux pas y répondre en 15 secondes. La réalité est bien. Et pourtant, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'Yves a des questions aussi. Là, vous savez très bien que sur les OQTF, la difficulté, elle ne tient pas à une loi française, elle tient au laissez-passer consulaire et donc au rapport qu'on entretient avec les pays d'origine. Et par ailleurs, la question migratoire, elle ne peut pas se prendre exclusivement. Il s'agit de réduire le nombre de recours. Oui, je ne suis pas pour la réduction du nombre de recours. Quand les recours sont justifiés, il faut qu'ils puissent avoir lieu. Et par ailleurs, je souhaite qu'on prenne cette question-là au plan européen, parce que c'est une question européenne, qu'on revienne sur la question de Dublin, qu'on revienne sur un certain nombre de sujets qui font et qu'on ouvre des voies aussi migratoires, légales, qui permettent d'avoir, donc, à côté des gens que l'on doit refouler à nos frontières parce qu'ils n'ont pas de raison de venir chez nous, qu'on ouvre aussi d'autres voies qui soient en dehors de la question du droit d'asile, en dehors du regroupement familiale ou des études, mais qu'on puisse avoir une voie humanitaire, qu'on puisse avoir une voie climatique, qui permette aussi à des gens qui sont en danger aujourd'hui de pouvoir trouver assistance chez nous. Alors, je voudrais qu'on ait la même intentionnalité, aussi bien pour les Ukrainiens que pour les Afghans. Ce serait bien qu'on n'ait pas deux poids, deux mesures non plus. Merci beaucoup Vincent, à tout à l'heure. Yves Tréhard s'est assis aussi en face de vous, directeur adjoint du Figaro. Bonjour. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Olivier Faure. Alors, l'avenir de la gauche, je voudrais qu'on en parle, de la NUPES, du Parti Socialiste. Alors, il y a un cas concret, très précis, qui nous permet de rentrer dans ce sujet. C'est une élection partielle, législative partielle, qui a lieu dimanche prochain, dans l'Ariège, donc dans le midi de la France, dans le sud de la France, qui oppose un représentant de la France Insoumise, Madame Bénédicte Taurine, qui est arrivée en tête au premier tour, contre une militante du Parti Socialiste, Madame Martine Froger, qui est arrivée 7-8 points derrière elle. Pour qui allez-vous donner la consigne de vote ? Bon, je vous reconnais bien là. Mais si, parce que... C'est un fait, hein, ce sont des faits. Oui, alors les faits, c'est que, je vais les repréciser, c'est pas une opinion. C'est que la candidate Bénédicte Taurine est soutenue par l'ensemble des partis de gauche. Parti socialiste compris, et en face d'elle, elle a en fait une socialiste dissidente. Ce n'est pas le Parti socialiste qui a envoyé cette candidate-là. Certes. Donc, elle est soutenue par des cadres du Parti socialiste, on peut dire. Carole Delga, elle est toujours chez vous. Le Parti socialiste a pris une décision en Conseil national, et la décision, elle est très claire, c'est que nous soutenons la candidate de la nouvelle Union populaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette élection est une réplique de l'élection législative de juin, et que donc nous avons passé un accord en juin et que moi je tiens à notre signature. Si demain matin j'explique que au fond je signe des accords mais que je ne les respecte pas, qui signera encore avec moi ? Donc je ne veux pas signer n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un accord qui a été signé, on le respecte. Et par ailleurs, je ne vois pas très bien aujourd'hui ce que... Alors, elle était dissidente, j'étais contre sa dissidence. Mais maintenant, on est au deuxième tour. Au deuxième tour, il y a une candidate de la NUPES, donc soutenue par les écologistes, les communistes, les insoumis. La sortante dans l'élection a été invalidée. Elle est sortante et invalidée pour des raisons qui lui sont complètement étrangères. Sortante même 2 fois, parce qu'elle a été élue en 2017 et 2022. Donc... par qui voulez-vous faire arbitrer le duel entre 2 femmes qui se disent de gauche ? Eh bien, ça va être arbitré par qui ? Par Renaissance ? Par les Républicains ? Par la majorité processionnelle, la majorité présidentielle qui appelle à voter justement pour Madame Froger. Et c'est quand même. Et vous trouvez normal que ce soit en fait Renaissance qui choisisse en fait la gauche qu'elle veut ? J'écoute ses opposants. J'écoute des militants ariégeois qui sont dans cette circonscription et qui disent c'est absolument ubuesque parce que on nous demande de voter pour une candidate qui appartient à la France Insoumise alors que sa concurrente est socialiste. Et c'est vrai que si vous regardez ça, de près ou de loin, ça paraît quand même incroyable de se dire que, vous êtes prêt finalement à lâcher quelqu'un qui est un compagnon de route pour vous. Vous avez trop de mémoire pour ne pas vous souvenir, y compris de ce que furent le RPR et l'UDF. Et quand il y avait une circonscription qui était donnée à l'UDF, les gens du RPR n'étaient pas candidats dessus.
C'est aussi simple que ça. Et donc, si vous voulez des coalitions, on en a parlé beaucoup ce soir, mais ça suppose des accords. Et pour avoir des accords, ça suppose de respecter le fait qu'à tel endroit, c'est quelqu'un d'un parti, à tel endroit, des gens d'un autre parti. Voilà. Autrement, vous n'avez plus de coalition. Si vous dites, en fait, quand je suis socialiste, je vote toujours pour le socialiste, vous n'avez plus d'accord avec personne, ni avec les communistes, ni avec les écologistes, ni avec les insoumis. Donc, c'est une rhétorique qui est, en fait, qui a l'apparence du bon sens, mais qui, en réalité, condamne à l'isolement absolu. Donc, c'est une erreur complète. Alors, vous avez trouvé un accord électoral avec les autres compositions, les autres composantes de la gauche il n'y a pas très longtemps. Il y a maintenant, ça va peut-être faire bientôt 1 an quand même. Jean-Luc Mélenchon, récemment, s'est exprimé pour dire « Moi, mon objectif, c'est toujours de faire tomber la Ve République ». Est-ce que c'est votre objectif ? Je ne sais pas s'il a dit ça, en tout cas... Si, il l'a dit. Et de toute manière, on sait qu'il milite pour la 6e République. Mais moi, je suis pour une évolution de nos institutions. Effectivement, je pense qu'elles sont à bout de souffle et que nous avons aujourd'hui un vrai sujet qui est, en fait, on le voit bien, on passe de crise en crise et on passe d'une crise sociale à une crise politique dans laquelle nous venons de rentrer avec l'usage du 49.3. Aujourd'hui, qui pourra utiliser le 49.3 ? Il est temps de mettre, évidemment, le débat sur la table et de faire en sorte que nos institutions soient beaucoup plus démocratiques. Ça a été le cas dans la crise des Gilets jaunes, qui réclamait un RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Oui. On a aujourd'hui un RIP dont chacun sait qu'il a été... mis sur la table par Nicolas Sarkozy, mais pour qu'il ne fonctionne jamais. Parce dans le cadre de la réforme qu'il a conduite avec Édouard Balladur en 2008. Oui, absolument. Et donc, qui est très compliqué à mettre en œuvre et qui peut être purgé en... Bon, la procédure est dure. Voilà, très compliqué. Donc, on voit bien que tout a été fait, en réalité, pour tenir le peuple français à l'écart. Et nous ne sommes plus en 58. Nous étions alors en pleine guerre d'Algérie. Nous étions avec un pouvoir qui était fragile après une 4e République qui avait montré ses Donc, il faut errements. supprimer la fonction de président de la République, par exemple, telle qu'elle existe aujourd'hui. Eh bien, il y a un débat que nous devons avoir sur la nature du pouvoir présidentiel. Moi, par exemple, je suis partisan de transférer le droit de dissolution du président vers le Premier ministre, qui lui-même est le seul responsable devant l'Assemblée. Devant l'Assemblée Qui nationale. permettrait d'avoir un équilibre des pouvoirs et de faire en sorte que le pouvoir soit transféré, en réalité, vers le Premier ministre, qui, lui, dépend d'une coalition et qui, lui, est obligé de faire des compromis. Et ne plus avoir un Jupiter qui considère que parce qu'il a été élu une fois pendant 5 ans, il a le pouvoir absolu, ce qui n'est quand même pas complètement démocratique. Vous avez prononcé le mot qui peut être magique pour certains, c'est dissolution. Est-ce que la dissolution, selon vous, est un moyen de sortir de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? Est-ce que vous la souhaitez, cette dissolution ? Bernard Debré avait eu les mots justes à l'époque. Non, Michel Debré, pardon, avait eu les mots justes à l'époque. Oui, c'est un des moyens de purger une crise. D'accord. Quand on se demande ce que pense le peuple français, on lui rend la parole et c'est lui qui dit « voilà la majorité que je souhaite ». Et donc, on aurait là une réponse... je suis pour. Je n'appelle pas à la dissolution, mais je n'en ai pas peur. Je considère que j'avais dit... Au moment où le 49.3 a été utilisé et où on a eu cette explosion de colère dans la population française, j'ai dit qu'il y a 3 sorties de crise possibles. Le retrait, ou si l'orgueil du président est blessé parce qu'il ne veut pas retirer quoi que ce soit, eh bien qu'il rende la parole au peuple français. Il y a 2 façons de le faire, soit la dissolution, soit le référendum. Et toutes ces solutions-là me vont. Alors, la dissolution, précisément, il y a un sondage qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui a été réalisé par l'IFOP, et qui montre qu'en cas de dissolution, donc de nouvelles élections législatives, le grand gagnant, c'est le Rassemblement national, qui gagne 7 à 8 points et qui pourrait atterrir à quelques 120 ou 130 députés à terme. Ça ne ferait pas les affaires de la majorité présidentielle, pas les affaires des Républicains non plus, mais pas tellement les affaires de la gauche non plus. Le grand gagnant, c'est dans cette histoire, c'est quand même le Rassemblement national. Alors, je ne crois pas que ce soit 7 ou 8 points, c'est 4 ou 5 points, mais enfin, c'est déjà trop. Et vous avez raison de souligner que dans ces sondages, qui ne sont que des sondages, on a l'impression que le RN pourrait progresser beaucoup plus que les autres. Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait juste, parce que je vois que dans les partiels, ce n'est pas tout à fait ce qui se réalise. Mais ce sont des partiels là aussi. Partiels, c'est très particulier. Oui, c'est très particulier, je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais... donc, il y a un danger qu'on ne peut pas ne pas mesurer. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'appelle, y compris la gauche, à une forme de responsabilité. Nous devons incarner ensemble une capacité à gouverner demain.
Et ça suppose que, et c'est pour ça que j'ai proposé la semaine dernière, que nous nous acheminions progressivement vers un nouveau contrat de coalition qui soit négocié très tôt pour permettre d'ailleurs aux Français de s'approprier progressivement. Un nouveau programme commun ? Oui, appelez-le programme commun si vous voulez, mais en tout cas, l'idée, elle est là. Une plateforme commune. C'est une plateforme commune qui permette de dire, voilà, demain matin, si nous devons gouverner, nous sommes prêts à le faire. Et il y avait une plateforme qui avait été signée au mois de juin, mais c'est une plateforme qui a été battue, puisque nous n'avons pas gagné de majorité. Donc nous devons nous poser les bonnes questions, savoir comment nous répondons aux inquiétudes des Français, comment nous répondons aussi à leur colère, comment est-ce que nous faisons pour mieux répartir la valeur dans ce pays, comment nous faisons Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas d'alternative crédible. Oui, enfin ça, on connaît la phrase de Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'alternative. La réponse est si, il y a une alternative. Olivier Faure, vous savez pourquoi? Parce que quand la motion de censure a été rejetée. C'est autre chose. Non, il n'y a pas d'alternative. Il n'y avait pas d'alternative. Dans le Parlement actuel, nous ne pouvons pas, et il n'a jamais été question de gouverner avec l'extrême droite. Donc la question, c'est si nous revenons demain dans une élection présidentielle ou dans une élection législative devant les Français, est-ce que nous pouvons, nous, la gauche, incarner l'alternative ou pas? Vous dites... Et nous ne pouvons pas, et je le dis avec force, nous ne pouvons pas en laisser l'exclusivité à l'extrême droite. Et donc nous avons là un enjeu majeur qui doit dominer tout le reste et nous permettre de nous unir. Olivier Faure, vous dites qu'il faut qu'on soit en capacité de gouverner. Les Français qui regardent la télévision, qui regardent les débats à l'Assemblée nationale et qui voient 30, 40, 50 députés qui hurlent comme des putois pendant des minutes et des minutes pendant le discours de la Première ministre. Est-ce que vous croyez que ça leur donne envie de voter pour ces gens-là? Ou au moins, est-ce que ça leur donne confiance en leur disant ces gens-là sont en mesure de pouvoir gouverner? Ce sont d'ailleurs, la plupart d'entre eux, je dois la vérité de le dire, ne sont pas au Parti socialiste. Oui, alors, vous voyez, si vous étiez cherché un peu dans l'histoire du Parlement, vous auriez vu que les socialistes avaient eux-mêmes chanté la Marseillaise au pied de la tribune il y a quelques années, quand Jean-Marc Ayrault était président du groupe, pour protester contre... Mais c'était un mouvement de solidarité, c'était un peu différent. Non, c'était contre le règlement, en fait, le nouveau règlement de l'Assemblée qui bridait les droits du Parlement. Mais peu importe, ce que je dis là, c'est que, franchement, ça ne les a pas découragés de voter, en tout cas dans les sondages, ça ne les a pas découragés de voter. Pour le reste, rendons au folklore ce qu'il est. En fait, arrêtons de toujours penser que parce qu'il y a une chanson qui est braillée parfois sur des tonalités pas toujours justes, eh bien, que ça vient complètement amoindrir le pouvoir du Parlement. La question d'Yves, c'est penser que ça ne décourage pas les Français de voter pour des élus qui se comportent comme ça. Il faut... Ça encourage l'antiparlementarisme quand même, écoutez, je ne sais pas si ça encourage l'antiparlementarisme. Ce que je sais, c'est que il faut aussi un peu de passion dans le débat parlementaire. Je sais bien qu'on veut tout aseptiser. On voudrait que nous soyons tous des clones. On soit dans un truc où personne ne dise un mot plus haut que l'autre. Mais moi, j'aime bien l'idée aussi que je n'ai pas chanté, je n'ai pas forcément approuvé le fait qu'on interrompe cette façon-là le Premier ministre. Mais je n'ai pas vu un drame non plus absolu. On peut s'interpeller en citant Jaurès ou Victor Hugo. Voilà. Il peut y avoir du chahut. Du chahut, il y en a toujours eu, des gens qui chantaient. Mais c'est pas tout à fait, c'est un peu plus que du chahut. Merci beaucoup Yves Tréhard d'avoir été avec nous. On va accueillir dans un instant Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance. Le Figaro, ce soir, c'est pas parce que Yves Tréhard est là que je le cite, mais en l'occurrence, annonce que le gouvernement va déposer une proposition de loi qui combine à la fois le dispositif du partage de la valeur qui a été négocié avec les partenaires sociaux et la contribution exceptionnelle des grandes entreprises annoncée par Emmanuel Macron. Est-ce que cette proposition de loi, elle vous semble digne d'être votée ? Je ne la connais pas encore. Est-ce qu'elle vous intéresse ? Non, mais moi, je m'intéresse toujours à ce qui va dans le bon sens. On verra si ça va vraiment dans le bon sens et on verra ce qu'il en est. Enfin, je souligne au passage que pendant des mois, j'ai proposé en fait que nous imposions les super profits. On s'en souvient très bien. Cela m'a été refusé avec une grande constance. Vous saluez le bouger d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Je salue le bouger si c'est un réel bouger, on verra. Et effectivement, je souhaite qu'on puisse prélever à bonne hauteur sur les super profits, parce que quand même
ces super-profits ne sont pas venus du génie particulier de qui que ce soit. Il n'y a pas eu d'innovation de rupture, il n'y a pas eu de gain de productivité, il n'y a même rien. En fait, la seule raison pour laquelle ces super-profits existent, c'est qu'il y a des super-crises et qu'ils en super-profitent. Voilà. Donc, vous verrez, vous demandez à voir, mais vous n'êtes pas hostile à l'idée de mêler vos voix à celle de la majorité pour que les Français puissent bénéficier de ces dispositifs qui aident le pouvoir d'achat. Elisabeth Martichoux, par principe, je ne suis jamais hostile. Je ne suis pas pavlovien. Ce n'est pas parce que c'est proposé par quelqu'un d'autre que moi que je dis non. Mais ça suppose que je vérifie et que ça aille dans le bon sens et qu'on ne nous prenne pas pour les andouilles non plus. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ce ne soit pas une mini-imposition pour des maxi-profits. Ça doit être à la bonne hauteur. Xavier Iacovelli, bonsoir. Merci aussi à vous d'avoir accepté de débattre avec Olivier Faure, qui est notre invité ce soir dans Audition publique. Vous êtes sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. Vous allez peut-être vouloir revenir sur le mouvement contre la réforme des retraites et les manifestations ? Oui, mais j'aimerais poser une première question, si vous le permettez, à monsieur le député. Bonjour déjà. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et je pense qu'on peut trouver une majorité de projets sur ce sujet, c'est le SNU, le Service National Universel. Depuis 2019, le président de la République l'avait déjà porté en 2017, un sujet pour que les jeunes soient les bâtisseurs d'une nation plus forte, plus juste, plus écologiste. Et ça, pour le coup, je pense que tout le monde partage ce sujet. Et puis, à sa demande, la ministre en charge justement de la jeunesse et du SNU, Madame El Haïry, a porté cette mission de généralisation, voire même, c'est une des options de l'obligation du SNU, avec un séjour de cohésion de 12 jours, vous connaissez le principe, 12 jours, qui s'appuie sur l'éducation nationale, l'éducation populaire et les corps en uniforme. Et puis un séjour de mission d'intérêt général sur la base du volontariat, et un autre séjour qui pourrait être un engagement dans le service civique. Depuis 2019, depuis sa création, c'est 50 000 jeunes qui ont pu bénéficier de ce dispositif sur la base du volontariat. Dans votre département, c'est 1300, un peu plus de 1300, je crois, qui en ont bénéficié. Et donc, je trouve que ce projet, c'est un projet structurant pour notre nation, pour notre jeunesse. Et donc, moi, j'aimerais avoir votre opinion sur la question du SNU et son obligation surtout. Bon, moi je suis contre l'obligation et surtout je suis contre un projet qui est pour l'instant très mal ficelé. Je suis pour le caractère volontaire et s'il y a des gens qui veulent s'inscrire dans ce projet qui permet de réaliser de beaux projets avec le monde associatif, etc. Donc ça très bien. Sur l'obligation, pour moi c'est un sujet parce que surtout que là les 15 jours qui sont proposés, honnêtement, on est dans la grande improvisation avec un coût qui va être un coût exorbitant par rapport à ce qu'il va permettre. La cohésion en 15 jours, c'est une gigantesque blague. Ce n'est pas 15 jours qui vont permettre le brassage social qu'on a connu à d'autres époques avec le service national, qui, là, à l'époque, était réservé aux hommes. Mais donc, d'accord pour envisager en fait l'extension de ce qui existe aujourd'hui et faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes qui puissent accéder au volontariat, ça très bien, mais un service national universel où on viendrait prendre 15 jours d'études pour faire des séjours dans la forêt et faire de l'acrobranche, franchement, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. C'est coûteux. Valeurs de la République, c'est pas forcément de l'acrobranche. Je pense que vous êtes attachés, comme nous, aux valeurs de la République, aux gestes de premier secours, de créer, de formater un peu des citoyens de demain. Moi, je trouve qu'au contraire, ça, c'est très bien. C'est très bien. Bah oui, mais ne réduisez pas seulement à des parcours dans la forêt et de l'acrobranche. On parle de plusieurs milliards pour le SNU alors qu'on cherche des milliards pour la Sécu. En fait, là, je me dis, en fait, on va inventer un truc qui va servir à pas grand-chose, alors qu'on nous explique qu'il nous faut trouver des milliards. 2019. Non, mais là, je parle. Vous l'avez voté. Je parle du SNU qui est envisagé par le gouvernement et qui, lui, serait non pas sur la base du volontariat, mais sur la base de l'obligation pour toutes et pour tous. La première partie. Donc, c'est qu'un fameux 15 jours. C'est eux qui coûtent de l'argent en plus. Et donc. Pour pas grand-chose, dites-vous. Pas grand-chose. Écoutez, 15 jours de cohésion, enfin, quand je parle d'acrobranche, en fait, c'est-à-dire que c'est ce qu'on connaît en entreprise. On va mettre les gens à faire du saut à l'élastique ensemble. Ils vont s'amuser pendant 15 jours sur le temps scolaire, alors qu'on a déjà tant de difficultés avec le système scolaire. On va... franchement, moi, je préférerais que ce soit pendant l'année scolaire, toute l'année, que les cours d'instruction civique soient renforcés. Je préférerais qu'on ait là
plus d'enseignants qu'on puisse se recruter grâce aux milliards donc on a compris que vous êtes contre pour le SNU. Et là, vous aurez peut-être un encadrement qui sera plus efficace et qui sera continu et non pas simplement pour 15 jours de balade. Je comprends bien, monsieur le député, effectivement, que donc, vous êtes contre le SNU, ce beau projet structurant. Obligatoire, mais est-ce que je peux vous croire, en fait ? Bah oui, là, vous pouvez Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui l'incohérence incarnée ? Quand je vois que vous avez voté la réforme Touraine et que vous voulez maintenant voter, vous avez voté contre la réforme des retraites. Quand vous avez défendu le 49.3 sous le gouvernement Hollande et que maintenant vous le combattez et vous voulez même le sortir de la Constitution. Quand vous voulez abroger la loi travail alors même que vous l'avez voté en tant que député et président de groupe. Lorsque vous avez signé une tribune que j'aurais pu signer avec vous sur la laïcité et que vous défilez bras dessous avec ceux qui laissent à penser que ceux qui ont vécu Charlie, il avait peut-être bien cherché, ou ceux qui aujourd'hui, pardonnez-moi, mais qui disent que la laïcité est un vrai problème. C'est pas gros sabot, monsieur le député. Je pense sincèrement que vous êtes un cas unique en France, en fait. Oui, bien sûr. Vous êtes le seul Hollandais mélenchoniste. Bien sûr. Alors, d'abord, on va essayer de ne pas se traiter de nom d'oiseau, parce que s'il fallait parler de cohérence... Mélenchoniste, apparemment, c'est pas un gros mot pour vous. Je pourrais décrire votre parcours, et il est assez édifiant. Donc, j'en en parlerai même. Il est très cohérent, surtout, contrairement à vous. Par ailleurs, je ne vois pas du tout le rapport que vous mettez entre ce que j'ai pu voter avec la loi Touraine et ce qu'est cette réforme aujourd'hui. Aucun rapport. La loi Touraine, vous devez vous en souvenir, c'était une loi qui permettait en fait de protéger les carrières longues, qui permettait aussi de faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient pour les métiers pénibles en situation de partir plus tôt. C'est ce qu'on a fait. Et on a recréé des critères de pénibilité, à la demande d'ailleurs des organisations syndicales. Non mais c'est une blague. C'est des critères de pénibilité qui décalent de 2 ans. Je sais que vous n'avez pas été jusqu'au bout du débat à l'Assemblée nationale par votre obstruction, mais je vous promets qu'on a rajouté des critères de pénibilité. Ce texte... Et on a même rajouté sur les carrières longues des strates supplémentaires à 18 ans et à 21 ans. Et tout le monde connaît le texte. Oui, mais dites la vérité aux Français. Vous avez repoussé de 2 ans, y compris pour les métiers pénibles. De votre incohérence sur les textes entre le quinquennat de François Hollande et celui d'Emmanuel Macron. Vous êtes venu avec un mot-clé que vous allez répéter 100 fois, ça ne va pas en faire une vérité. Donc, ce n'est pas la peine de continuer, c'est bien, vous avez vos éléments de langage, mais si vous voulez qu'on parle du fond, parlons du fond. Mais parlons du fond, ce sera mieux pour tout le monde. Et n'essayez pas vous récusez donc l'accusation d'incohérence, vous la récusez. Donc vous ne voulez pas abroger la loi travail que vous avez votée en tant que député. Absolument. D'accord, donc ça c'est de la cohérence. Mais je ne l'ai pas votée. Vous n'avez pas voté la loi travail? Absolument pas. La loi travail présentée par Myriam El Khomri, vous ne l'avez pas votée? Bien sûr que non. Écoutez, j'invite les auditeurs à regarder sur le compte-rendu de... vous n'avez pas voté. C'est pas très difficile à comprendre. Bien sûr. Elle est passée par le 49.3. Attendez. Donc vous n'avez pas voté la confiance au gouvernement sur le 49.3. Vous n'avez pas défendu sur les plateaux le 49.3. C'est tout à fait différent. Non, mais attendez, là vous mélangez tout. Vous êtes en train de tout mélanger. C'est un naufrage votre histoire. Donc essayez d'être cohérent vous-même. Quand vous essayez de m'accuser, vous venez avec des dossiers qui sont des dossiers construits. Pour l'instant, c'est pas construit. Donc vous reviendrez la prochaine fois et vous viendrez avec une documentation en montrant ce que j'ai fait, pas fait, etc. En l'occurrence, et sur la laïcité, je n'ai pas changé d'avis non plus. Donc vous avez signé un accord aujourd'hui avec un parti politique qui remet en cause, qui dit même que la laïcité est un problème. Non mais n'importe quoi. Personne ne dit que la laïcité est un problème. Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit que la laïcité n'est pas un problème, y compris pour Jean-Luc Mélenchon. Mais quand vous étiez au Parti Socialiste, vous deviez vous en souvenir, Jean-Luc Mélenchon y en était aussi, et il était celui qui donnait des cours de laïcité à tout le monde. Bien sûr. Vous devriez quand même avoir quelque chose. C'est pour ça qu'il a dérivé maintenant. Donc, et ce que je vous dis, c'est que moi je ne partage pas... Il y a des gens à France Insoumise qui ont parfois eu des mots que je condamne. Je n'ai pas participé à cette manifestation à laquelle vous faites référence, à laquelle participaient les communistes, les écologistes, et beaucoup de monde en réalité. Est-ce que ça en fait des gens qui sont contre la laïcité? Non, ça venait à la suite d'un attentat contre une mosquée, et donc eux avaient considéré que ça devait passer par-dessus tout le reste. Moi, j'ai considéré que ça ne passait pas par-dessus tout le reste. C'était une appréciation différente, mais ça ne fait pas de ces gens-là des anti-républicains, comme vous avez tendance à vouloir maintenant l'affirmer. Mais soyez cohérents, vous, et continuez à vous battre contre l'extrême droite, parce que ce que je vois que vous faites aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de dédiaboliser l'extrême droite pour essayer de diaboliser la gauche. Vous devriez avoir honte de tout cela. Mais monsieur le député, rappelez-vous juste que nous avons appelé à voter pour les candidats du Parti socialiste quand ils étaient opposés au Rassemblement national.
Ce que vous ne faites pas aujourd'hui avec votre candidate dissidente qui est, vous préférez voter pour l'extrême gauche, celle qui est anti-vax, celle qui a eu des positions sur Israël qui sont indignes de la gauche. Pardonnez-moi, mais il y a aussi un vrai sujet. Mais c'est pas ça est faux. Attendez, Monsieur Faure, vous avez dit tout à l'heure sur le plateau, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous avez dit sur le plateau que vous souteniez effectivement la candidate de la NUP face à... C'est quand même pas. Non mais attendez, c'est quand même. Enfin, essayons d'être là aussi, si vous voulez être dans la vérité. Est-ce qu'elle est anti-vax? Elle est prof de sciences et technologies. Elle est pour la vaccination. Elle était contre le pass sanitaire. C'est pas tout à fait la même chose. C'est un problème de liberté publique et non pas de vaccin. Premier point. Sur la question de l'antisémitisme, elle a été soutenir une proposition de résolution du Parti communiste, qui va d'ailleurs être en discussion prochainement à l'Assemblée. Est-ce que les communistes sont antisémites? Est-ce qu'ils ont repris une accusation que vous pouvez ne pas partager, qui est de dire que l'État d'Israël était un État d'apartheid? Pardonnez-moi, c'est une attaque claire contre Israël et je ne suis pas sûr aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cela? Est-ce que vous condamnez cette proposition de résolution? Je pense que depuis tout à l'heure, vous parlez. Moi, je voudrais, pardonnez-moi, mais il y a une question sur la sécurité. Vous avez tenu des propos. Pardonnez-moi. Vous avez tenu des propos. Vous avez porté des accusations très graves sur la police. Pardonnez-moi. Vous avez une nouvelle doctrine. Pourquoi vous voulez pas qu'on vous réponde? Vous avez une nouvelle doctrine. À chaque fois, vous passez d'un sujet à l'autre pour éviter qu'on vous réponde. La nouvelle doctrine d'Olivier Faure et du Parti socialiste. Ce sera attention, on ne comprend plus rien. La nouvelle doctrine d'Olivier Faure, et j'espère que vous ne serez jamais ministre de l'Intérieur, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a des manifestations, il ne faut surtout pas mettre de force de l'ordre. C'est exactement ce que vous avez dit, et vous avez porté des accusations très complotistes, pardonnez-moi, sur le fait même que le gouvernement était à l'initiative du chaos qui se sont déroulés hier. Pardonnez-moi, mais ça, effectivement, ce sont des graves accusations. Cette appréciation du fait que ça pourrait être du complotisme, de dire que le gouvernement, effectivement, préfère le chaos. Je pense que vous avez passé l'âge d'être un jeune révolutionnaire. Monsieur Iacovelli, c'est la dernière. Je suis révolutionnaire, complotiste, anti-vax, antisémite, etc. Bon, c'est vous qui l'avez dit. Non, monsieur Iacovelli, la réponse là-dessus. Vous avez réussi à caser tous vos mots-clés. Vous êtes content, vous repartirez heureux, et j'espère que vous aurez un bon point. Mais la réalité, c'est que vous n'êtes pas à l'école, monsieur Faure. La démocratie, elle est en danger avec vos prises de position. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Si on va. Merci. Alors, monsieur Iacovelli. Je n'ai jamais été. Allez, c'est devenu. Monsieur Iacovelli, ça devient. Ils sont plus vieux que vous. Inaudible. Merci à tous les deux. Enfin, merci. C'est dommage, si je puis dire. Sur le fond, mais malheureusement, c'est pas possible. Vous pouvez peut-être répondre pour soutenir nos forces de l'ordre. La prochaine fois. Si vous voulez. Monsieur Iacovelli, on a déjà eu ce débat. Pour soutenir les forces de l'ordre, je le fais. Vous l'avez démontré. Voilà, vous avez la réponse. Vincent Roux, pour une ultime question d'actualité. Essayez de faire mieux la prochaine fois. Bien sûr. Vincent Roux, dernière question, très vite malheureusement. Allez-y. Oui, question Olivier Faure. Est-ce que vous êtes satisfait de l'accord trouvé entre l'Allemagne et la Commission européenne sur les véhicules thermiques? L'Allemagne accepte le passage donc en 2035 pour les véhicules électriques, à condition d'autoriser les carburants de synthèse pour les véhicules haut de gamme. Est-ce que ça vous satisfait? Non, ça ne me satisfait pas, parce que vous savez que tout ce qui est e-fuel, etc., c'est aussi un problème parce qu'ils produisent autant de NOx que les carburants traditionnels. Et je vois bien quel est l'intérêt de l'Allemagne. L'intérêt de l'Allemagne, c'est d'avoir ces 800 000 emplois dans l'automobile. C'est une industrie qui est très puissante et aujourd'hui, ils cherchent à sauvegarder leur propre industrie. Moi, je pense que ça se fait là au détriment d'une transition qui doit s'opérer rapidement et pas en maintenant les véhicules thermiques plus longtemps. Et donc, c'est un faux bon accord. Voilà. Vous avez votre réponse? Merci beaucoup. Oui, je ne fais pas de relance parce que. Voilà, très bien. Est-ce que vous êtes inquiet, Olivier Faure? Parce que je vous demandais en introduction où est la sortie à cette crise à la veille d'une grande manifestation. Vous dites le retrait, sinon rien pour l'instant, le retrait de la réforme. Le référendum, la dissolution, en fait, un moyen de purger la séquence et de faire en sorte que soit le président se rend compte enfin qu'il est minoritaire, et c'est très bien, soit parce qu'il ne veut pas s'en rendre compte, qu'il le constate par les urnes. Et à partir de là, les choses seront dites. Un référendum sur quoi, Olivier Faure? Sur la réforme ou sur une autre question Non, sur la réforme des retraites. Sur la réforme des retraites. Ce serait assez logique. Et donc, parce que je vois bien, regardez ce qui s'est passé avec M. Iacovelli. On voit bien qu'ils sont là avec leurs éléments de langage, pour essayer de renvoyer. Enfin, on est juste dans l'invective et dans la disqualification de l'autre. L'autre est toujours, en fait, anti-républicain, anti-tout, etc. Et donc, on veut les diaboliser pour disqualifier leurs paroles.
Moi, ce que je veux, c'est un débat de fond. Et ce débat de fond, nous l'avons eu assez largement pendant les dernières semaines. Et malheureusement, à l'issue de ce débat de fond, le président n'a pas convaincu. Et donc, il y a une logique à ce que le retrait intervienne maintenant. Voilà. Merci Olivier Faure d'avoir participé à cette émission d'audition publique. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine à 19h30 sur LCP et Public Sénat. Bonne soirée.